La remise en cause a pour limite l'inconfort qu'elle provoque. Donc il y a cette idée que c'est bien de dénoncer les violences envers les animaux non humains, mais à condition que ça ne modifie pas l'équilibre et le confort individuel et collectif. Donc on va dénoncer par exemple l'élevage intensif, plus de 80% de la population, mais dans le même moment on va continuer à manger de la viande on va se déculpabiliser en disant qu'elle est plus vertueuse, alors que 8 animaux abattus sur 10 en France proviennent des élevages intensifs, qui sont en même temps dénoncés. On peut dire que à travers la mise en visibilité des différents répertoires d'action, des mobilisations contre la maltraitance animale et les violences envers les animaux non humains, il y a un pas de côté puisque c'est une manière de leur donner une visibilité, de les intégrer dans la conversation, à la fois la conversation scientifique en effet, de les mettre au même niveau que l'analyse des autres formes de mobilisation contre les injustices, mais aussi les intégrer dans la conversation politique. Donc moi j'ai l'habitude, par mes choix de sujets d'études, de travailler sur ce qui est à la marge du politique, mais aussi du scientifique. Donc il y a une forme vraiment de continuité pour moi à aller de ceux qui ont été animalisés, ceux qui ont été sortis de la communauté politique et juridique en étant animalisés, les femmes, les personnes racisées, ceux qu'on a associés à la folie, à l'étrangeté, et ceux qui sont le symbole du renvoi à une nature qui serait une nature contradictoire avec l'exercice de la raison, que sont ceux que l'on appelle les animaux, qui sont des animaux non humains, puisque nous aussi, nous sommes des animaux. La cause animale, elle reste un tabou, parce qu'elle nous confronte à nos dissonances cognitives, c'est-à-dire aimer les animaux et en même temps participer à leur exploitation. Dans votre livre, vous parlez que vous avez eu quand vous étiez enfant, un choc politique et non un choc moral. Comment ne pas provoquer un choc moral chez les individus, ne pas provoquer une culpabilité, mais aller vers un choc politique? L'enjeu, il est vraiment de se situer dans un registre justement politique et pas psychologique. Et de comprendre qu'il s'agit d'un rapport à ce qui nous constitue collectivement dans nos systèmes de production, bien sûr de consommation, mais avant tout de normes, et qu'il y a quelque chose là de l'ordre, Derrida appelle ça le carnophallocentrisme, c'est-à-dire le fait que notre équilibre politique, collectif, et ça se répercute bien sûr individuellement, il est fondé sur cette puissance de sacrifier le non-humain pour asseoir notre existence et notre déploiement au motif qu'il y aurait cette dichotomie entre ceux qui sont du côté de la raison, du logos et de la parole et ceux qui ne le sont pas. Donc ça amène à vraiment revoir complètement les coordonnées de notre légitimité politique, à être justement en haut ou pas de la pyramide. Et on voit bien là qu'on est dans quelque chose où on est en plein moment d'évolution, de paradoxe, de transition. Parler de dissonance cognitive, c'est une manière d'individualiser à la fois les responsabilités et les réponses, alors que l'enjeu est donc de mettre tout individu dans une forme de dilemme culpabilisant, alors que le dilemme, il doit être porté au niveau collectif, au niveau politique. Il y a le fait qu'on est dans un moment où le tabou est ébréché. C'est là où il y a fracture. Le tabou est ébréché. On voit les abattoirs, on voit le revers. Mais on ne veut pas payer le coût individuel, le coût politique, déjà d'assumer cette culpabilité collective et de refonder, c'est trop compliqué. La remise en cause a pour limite l'inconfort qu'elle provoque. Donc il y a cette idée que c'est bien de dénoncer les violences envers les animaux non humains, mais à condition que ça ne modifie pas l'équilibre et le confort individuel et collectif. Donc on va dénoncer par exemple l'élevage intensif, plus de 80% de la population, mais dans le même moment on va continuer à manger de la viande on va se déculpabiliser en disant qu'elle est plus vertueuse, alors que 8 animaux abattus sur 10 en France proviennent des élevages intensifs, qui sont en même temps dénoncés. Donc passer du choc moral au choc politique, c'est vraiment passer de ce malaise un peu individuel dont on se défend dans une logique de culpabilité,
stabilité un peu malaisante, hein, inconfortable, à une prise en main en tant que citoyen, en tant qu'acteur, s'inscrivant vraiment de la même manière que pour le racisme, le sexisme, la question des inégalités économiques et sociales. On peut avoir cette espèce de malaise vis-à-vis de privilèges et dans le même moment se dire « Ok, c'est pas moi le sujet ». Le sujet, c'est comment je peux participer à un autre cadrage collectif. Donc le passage du choc moral au choc politique, c'est le passage du malaise individuel à la prise en main en tant que citoyen et au passage donc du spectateur rendu inconfortable à l'acteur, actrice d'un changement. Vous soulignez que la domination animale, justement, elle est liée aux dominations coloniales, patriarcales, capitalistes. Faut-il penser l'émancipation comme un processus commun entre humains et non-humains et animaux non-humains? Alors quand on travaille sur les inégalités, les injustices, avec un peu une vision généalogique, hein, quand on regarde un peu dans le temps et qu'on essaye de comprendre pourquoi dans les sociétés contemporaines, il y a une contradiction entre l'adhésion à des principes, et de plus en plus importante d'ailleurs. On est de plus en plus dans les enquêtes féministes, antiracistes, écologistes, contre la maltraitance animale, et dans le même moment, les inégalités, les injustices, les violences perdurent. Donc pour arriver à comprendre cette contradiction, il faut prendre un peu de recul historique. Et quand on prend ce recul historique, on voit en effet que les inégalités structurelles pour les groupes animalisés, hein, ce que Kim Lika appelle les presque humains, ont été faits justement en lien avec celles qui sont faites aux animaux non humains, qu'il appelle les sous-humains. Donc il y a à la fois une continuité socio-historique, hein, on voit que tout ça est vraiment entremêlé, dans l'accaparement hein, du corps des personnes racisées, des femmes, de leur travail, mais aussi des animaux non humains qui sont perçus aussi comme des outils, comme des ressources. Donc ce rapport à l'exploitation de celles et ceux dont on peut être légitimement propriétaire, on voit qu'il y a une continuité socio-historique. Il y a une continuité théorique, hein, donc avec l'idée qu'il y a un groupe qui se met au-dessus des autres et qui légitime sa domination au nom d'une supériorité, en particulier associée à la capacité d'être honnête de raison, et donc d'être du côté de l'intérêt général et pas du côté des intérêts particuliers, du côté de la culture, de l'abstraction, de la neutralité et pas du particulier, de ce qui est de l'ordre de l'instinct, de la nature. Et c'est intéressant parce qu'en particulier, Achille Mbembe, qui travaille sur le nécropouvoir, donc pas seulement le fait de gouverner, de contrôler la vie, mais avant tout d'avoir le pouvoir, la légitimité de donner la mort, il dit en fait la colonisation, le racisme sont liés au fait d'associer les personnes racisées justement à la nature. Hein. Ils sont du côté de la nature et non pas du côté de l'humain, de les déshumaniser. Donc il y a une continuité claire en termes et une imbrication en termes de domination. Et comment est-ce que ça amène à penser une continuité, une imbrication en termes d'émancipation. Ce que disent les psychologues sociaux en particulier, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, de diversion ou de déni de la part de celles et ceux qui sont mobilisés ou qui sont sensibles à la lutte contre les violences envers les animaux non humains, puisque ce sont aussi ceux qui sont le plus sensibles aux autres formes de violence, de discrimination, d'injustice. Donc on voit bien que ce qui peut être souvent reproché, ou la peur, ou la manière de discréditer ces mobilisations, qui sont de dire, comme de manière assez classique, hein, franchement, est-ce qu'il n'y a pas plus important? Il faut d'abord s'occuper de la question, en particulier de la question sociale, enfin en tout cas des inégalités qui touchent les humains, et en premier ordre la question sociale, mais aussi le sexisme, le racisme, et donc le validisme, et donc il ne faut pas perdre de l'énergie, il ne faut pas faire de diversion. En fait, ce n'est pas de la diversion, ça monte, au contraire, ça monte en énergie, en synergie. Donc ça, pour celles et ceux qui sont mobilisés. Et puis aussi, parce que ça nous amène à voir des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme un miroir grossissant de la dimension fondamentale de ces violences, puisque ça nous interroge sur qui a le droit
d'être violent envers qui a le droit de s'approprier qui. Dans l'enquête que j'avais faite sur la convergence des luttes, une des expressions qui avait beaucoup été utilisée par les responsables d'associations féministes, antiracistes, écologistes, de lutte contre la pauvreté antispéciste, c'était une citation de Lila Watson, une aborigène d'Australie, qui disait « Si tu es venu pour m'aider, passe ton chemin. Si tu es venu parce que tu considères que ton émancipation est liée à la mienne, alors cheminons ensemble. » Et dans le rapport entre les différentes formes de causes, et dans leur imbrication féministe, antiraciste, écologiste, justice sociale, on voit bien qu'il y a cette idée qu'on ne peut pas parler de justice écologique sans avoir la dimension question sociale, sans avoir la dimension féministe, antiraciste, enfin, que tout ça est entremêlé. Donc toutes ces émancipations font synergie ensemble. Dans la même manière, sur la question animale, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est qu'on peut se dire, bah non, en fait, nos intérêts sont contradictoires. Puisque on n'est pas des premiers concernés, on n'est que des alliés, on est l'espèce dominante, on est des privilégiés. Donc en quoi est-ce qu'on va pouvoir, nous, s'émanciper plus largement en émancipant ce qu'on a intérêt à exploiter? Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène à nous interroger déjà sur la frontière entre animal et humain, puisqu'en fait nous sommes nous-mêmes des animaux, donc sur est-ce qu'il y a vraiment un propre de l'homme ou pas, propre de l'humain, et ça nous amène aussi à nous demander en quoi ça nous fait grandir, ça nous émancipe, ça nous rend plus libres de travailler sur notre rapport justement à celles et ceux dont on est légitimement des maltraitants. Se poser cette question-là, c'est plus largement se poser la question de comment est-ce que je me positionne vis-à-vis des plus vulnérables, comment est-ce qu'on construit une société, on met en place un cadre pour qu'il n'y ait plus de réflexe de violence vis-à-vis des plus vulnérables. Et donc ça nous amène à nous émanciper en ce sens-là. Quelle place les animaux d'élevage, de rente et de ferme, ils peuvent occuper dans cette lutte? Alors ce qu'on voit déjà, c'est que la différence entre les mobilisations animalistes contre la maltraitance animale et les mobilisations animalistes antispécistes, c'est que justement les antispécistes, ils sont quand même plutôt concentrés sur les animaux dits d'élevage, dans la mesure où c'est vraiment ceux que légitimement on exploite et on tue, et en nombre, à la fois en nombre d'individus et en dimension vraiment la plus aiguë de la légitimité d'une violence sans aucune limite. Donc là, on voit déjà que les antispécistes se concentrent sur la mise en visibilité de ce que ça peut vouloir dire d'aller jusqu'à se sentir légitime à tuer au motif que ça serait légitime pour notre vie. Donc il y a la centralité des animaux dits d'élevage dans les actions et les discours des antispécistes. Elle est intéressante parce qu'elle nous amène justement à nous poser la question, comme le dit Mélanie Joy, de comment est-ce qu'on peut manger, elle a dit les cochons, se vêtir des vaches, alors que on dit aimer les chiens, ou plus largement les animaux dits domestiques. Il y a aussi la team chat. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous amène à, ce rapport aux animaux dits d'élevage nous amène à voir nos contradictions dans le rapport plus largement aux autres espèces animales. Donc ça a une dimension nodale, toute cette visibilité de nos contradictions vis-à-vis des animaux dits d'élevage, de rente. Le rapport aux animaux dits d'élevage, il est central puisqu'on voit bien dans l'écologie qu'on va dénoncer avant tout pour les questions sociales l'élevage intensif. Mais on va quand même, la plupart du temps, avoir l'idée qu'il y a un bon élevage, un élevage dit paysan, à la fois pour l'entretien du paysage, mais aussi qu'il peut y avoir une forme de viande vertueuse ou de manière vertueuse d'élever et de tuer et de manger des animaux non humains. Donc là, on voit bien que c'est un peu le nœud du débat, c'est-à-dire que la remise en cause de la maltraitance vis-à-vis des animaux dits domestiques, elle est assez consensuelle. Par contre, et on est dans quelque chose qui est moins systémique, qui est plus sur des comportements individuels, déviants ou pas déviants, mais on ne touche pas vraiment à cette dimension de violence systémique qui est vraiment très forte au niveau des animaux dits d'élevage. Donc il y a ce point-là, qui est un point nodal sur de quoi on parle et est-ce qu'on en fait un enjeu politique de remise en cause d'un système de violence et de domination et d'exploitation et de toute puissance des humains, qui sous couvert de chaînes alimentaires rejoue
et refondent hein, de la domination et de l'exploitation à travers l'élevage, en faisant de l'élevage éthique et de l'élevage non éthique. Là, on voit bien que c'est quand même assez ténu comme justification, mais ça reste encore très fort, en particulier aussi à gauche. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant animaliste du politique, ou est-ce qu'on reste, selon vous, dans une logique de compassion sans transformation réelle? Je pense qu'on est dans un moment paradoxal. On peut le voir comme un moment qui est un moment un peu de bascule, de transition. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans une possibilité du déni. En particulier, la commission d'enquête parlementaire, dès 2016, dit bien, en fait, c'est grâce à la désobéissance civile, en particulier de L214, qu'on ne peut plus ne pas voir, on ne peut plus ne pas savoir, et donc se sentir responsable de porter autre chose, en particulier dans les conditions d'abattage, si on reste sur cette logique-là. On est dans, en particulier, le fait que la honte change un peu de camp, en particulier avec la maltraitance animale. Il y a une évolution juridique. Les animaux non humains sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité, et que le propriétaire doit donc traiter en tenant compte des impératifs liés à son espèce biologique. Mais ça, c'est dans le Code rural depuis 1976, dans le Code civil depuis 2015. Une loi de novembre 2021 met un peu en œuvre ça. Mais malheureusement, justement, on le met peu en pratique, hein, en termes de sanctions, en termes de contrôle, en termes de cohérence. Donc il y a à la fois une évolution, et en même temps, on sent, et pas que sur ces sujets, hein, qu'il y a une forme aussi de résistance, voire de régression, sur la fin de l'élevage en cage, qui avait été porté au niveau européen, qui avait été de l'ordre de l'engagement. Et là, on voit des choses qui ne sont malheureusement pas mises en place, avec toujours cette hiérarchie des impératifs, et qui, là, sont de l'ordre de la crise économique, de la nécessité de protéger les agriculteurs, la filière. Alors, ça ne protège pas les agriculteurs qui eux-mêmes sont dans des conditions de vie, pour la grande majorité, à part une petite élite privilégiée parmi l'agroalimentaire, vraiment de grandes difficultés. Mais ça protège en tout cas un système d'exploitation et des intérêts qui sont des intérêts complètement contradictoires. On le voit avec la loi du plomb, avec à la fois des enjeux écologiques et des enjeux sociaux et antispécistes. Donc c'est un moment qui est un moment un peu de bascule. Mais ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que la brèche est là. C'est-à-dire que c'est pour ça que par effraction, c'est cette idée que la brèche est là. On sait que notre vie est faite de la mort des autres. Et comment est-ce que ça va, à plus ou moins long terme, nous amener à nous interroger, pas seulement sur notre mode de consommation, puisque ça c'est source de dilemme et de culpabilisation, ce qui n'est pas forcément un élan très positif, mais sur notre système de production. Hier, un amendement du PLF a été adopté en commission des finances pour supprimer la défiscalisation des dons aux associations qui entrent par effraction dans les élevages. Pourtant, la justice a déjà reconnu l'utilité de ces vidéos et la légitimité de recourir à cette désobéissance civile légitime. Que pensez-vous de tout cela ? C'est intéressant parce que c'est pas la première fois, hein, c'est redondant. On le voit aussi à travers la cellule d'émetteurs, qui pourtant a été condamnée comme étant pas conforme à la liberté d'expression. Et on voit bien là qu'il y a deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. Une conception de la démocratie qui est justement la gestion du pluralisme et le fait que la démocratie est toujours en mouvement, et que ce qui définit même la démocratie, c'est la capacité à entendre les désaccords, à les intégrer, à les penser comme une manière d'avancer sur ce qui est le plus juste. Et une démocratie qui est une démocratie fermée, qui est contradictoire en réalité, et c'est en ça qu'elle est... on peut la qualifier d'illibérale, hein, donc ce qui est une contradiction dans les termes, mais c'est-à-dire qui en réalité ferme une certaine discussion qu'elle considère comme contradictoire avec l'ordre. Donc on voit bien que là, on est vraiment dans un questionnement de l'état de droit et de la démocratie, et qu'il y a une véritable nécessité d'être en résistance sur le fait de préserver une démocratie qui soit une démocratie ouverte, qui ne rende pas illégale la censure, ou le fait de ne discuter que de ceux qui ne dérangent pas l'ordre économique, l'ordre politique et l'ordre social. Donc là, ce qui se joue, au-delà de cet amendement et du fait de museler
certaines associations comme L214, c'est plus largement une défense de la démocratie comme un état de droit ouvert à la discussion, même de ceux qui peuvent déranger les intérêts, en particulier les intérêts économiques et politiques de ceux qui sont en position de justement dicter les lois. Donc pour que la loi soit vraiment l'espace de l'arme de l'égalité et non pas de la reproduction des inégalités, cet enjeu-là, c'est un enjeu central au-delà de cet amendement.